Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. Il est avec nous toutes les semaines. Son nom, c'est Christian Page. Il est journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. ChristianPage.ca. Bonsoir. Salut Yannick. Comment ça va à Montréal? Ça brasse. On parle beaucoup, hein? Ça brasse. Mais toi, t'avais vécu l'épisode François Bouguingo aussi, hein? Oui, absolument. Ça devait pas être facile non plus à vivre à ce moment-là, là. Non, écoute, à l'époque, j'étais avec mon ami Benoît Dutrisac. Ouais. On était au 98.5 et Bouguingo était membre de l'équipe, tu comprends? Mm-hmm. Et écoute, quand cette affaire-là est arrivée, là, tu comprends que Benoît était le premier, comment je pourrais dire, éclaboussé un peu par ça, là. Ouais. Écoute, ça nous mettait tous très, très, très mal à l'aise. Mm-hmm. Dans le cas de Bouguingo, c'était pas un comportement sexuel, là, c'est-à-dire que moi, écoute, François, là, on enlève, puis ça pardonne pas le geste, là. Mais moi, François, je le rencontrais là, régulièrement, on jasait. C'est un gars cultivé, intelligent. Brillant, ouais. Oui, tu sais, je veux dire, je le connaissais pas intimement, même si à quelques reprises j'avais été dans des barbecues là où il était invité, là, tu sais, comme chez Benoît, puis tout ça, puis j'avais de longues conversations avec lui. Tu sais, c'est un homme qui était super intéressant. Jamais je me serais douté de ça. Et qui plus est, et encore une fois, là, j'insiste, ça pardonne pas le geste, mais tu sais, c'était comme en donner plus que la galerie en demandait. Tu sais, c'est un peu comme le gars qu'on lui demande de faire une chronique artistique, tu sais, puis là, il parle des artistes. Il fait très bien son travail, il a une connaissance encyclopédique sur le milieu artistique. Ouais. Puis là, soudain, il se met à dire, au milieu d'une conversation, en parlant de Paul McCartney, je suis allé prendre un café avec lui, tu sais. Puis tu découvres finalement que c'est pas vrai. Mm-hmm. Le gars, il en a mis plus pour épater la galerie, mais c'était pas son mandat. On y a jamais demandé ça. C'était pas, tu comprends? Ouais. C'est un peu, ça nous a tous un peu mis un peu sur le derrière, ce truc-là. Mais encore une fois, c'était pas un comportement comme ceux là que l'on reproche aujourd'hui à ces gens du milieu artistique, là, que ce soit Roson, les autres. Ouais. Pour ce qui est de Roson, c'est important de dire que c'est des allégations de Guillaume Wagner. Là, puis pour ce qui est d'Éric Salvaille, c'est vraiment 11 victimes alléguées qui se sont confiées aux gens de la presse, dont une qui a décidé de se confier à visage découvert. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est un peu comme au but, puis tout ça. Écoute, tu sais, j'étais un peu d'accord avec toi. Tu sais, moi, Salvaille, je le connaissais pas personnellement. Je me suis retrouvé que 2 fois en sa présence. Et ça ne s'est pas produit dans des situations intimistes. T'es pas assez excitant. Non, c'est ça. Une fois, on s'est croisés dans une salle de maquillage, on s'est salués, c'est tout. Ouais. Et à une autre fois, j'étais invité à son émission qui était à Énergie à l'époque, je crois. Ça a bien été. Je suis arrivé sur le plateau, il était déjà là avec les autres invités, puis il était très, très agréable, tu sais, j'ai rien à y reprocher, donc mais c'est bon, dans l'intimité, c'est visiblement ce que j'ai découvert un peu ce matin, comme à peu près tout le monde, c'est que dans l'intimité, c'était autre chose. Il agissait autrement. All right, ouais. Pour la chronique de l'enquêteur du paranormal de la semaine, on commence par des pseudo-révélations de Tom DeLonge. Qui est Tom DeLonge? Tu ne connais pas Tom DeLonge? Ben, en fait, oui, mais les auditeurs, est-ce qu'ils le savent? Est-ce que tu sais c'est qui Tom DeLonge? Non, c'est le gars de Blink-182. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je dois t'avouer que Tom DeLonge, avant, qui est ce Tom DeLonge? Tu l'as mentionné, Blink-182. Ouais. C'est un groupe de musique qui était et qui est encore, je pense, très populaire. Mais c'est sûr que moi, mon évolution musicale s'est arrêtée avec Frank Sinatra. Non, on fait des blagues, mais tu sais, bon, je veux dire, j'ai grandi avec Led Zeppelin, Pink Floyd et compagnie, là, tu comprends, c'était la musique de ma jeunesse. Alors, Blink-182, je connaissais pas, mais maintenant, je connais parce que, bon, bien sûr, depuis quelques années, ce Tom DeLonge, qui était le chanteur du groupe, a révélé que depuis son adolescence, en fait, il était passionné par les ovnis. En fait, une passion tellement dévorante qu'il a finalement quitté la formation musicale. La période, le temps où a duré, en fait, son association avec Blink-182, tu comprendras que ça l'a mis à l'abri de toute préoccupation d'ordre financière. Donc, il peut se livrer maintenant à 100% à ses intérêts personnels. Et toi, Yannick, là, si tu avais ce moyen-là, ce serait quoi ta passion?
Ma passion, si j'étais multimillionnaire... C'est louable de pouvoir abandonner comme ça, de dire je me consacre à ma passion. Toi, révèle-nous ça. Là. Yannick Marceau, ce soir, ferait quoi? Ma passion demeurerait la radio, mais j'en ferai un peu plus pour les démunis. L'été, là, je prendrais congé pendant, comme les gros animateurs de la station, là, un bon 2 mois et demi, puis j'irais faire un tour en Afrique là, pour aider certains villages à avoir de l'eau potable. Au travers ça, je ferais des voyages l'été en voilier sur l'océan. Un gros voilier. Écoute, tu me mets les yeux pleins d'eau. Là, bon. Tu viendrais avec moi. Oui, c'est ça. Donc, Tom DeLonge a quitté la formation musicale et il a décidé de s'intéresser aux ovnis. Ce qu'il avait annoncé à ce moment-là, tu le comprends bien, il avait dit « Je vais utiliser mes sous et je vais utiliser ma certaine popularité, ma certaine célébrité pour pouvoir côtoyer des gens, essayer d'en savoir davantage sur la question des ovnis. » Bon, tout ça, ça allait bon an, mal an, on parlait de lui de temps à autre. On a appris là, lors de la campagne électorale entre Clinton et Trump, on a appris, parce qu'il y a plein de courriels qui ont été rendus publics dans l'environnement même d'Hillary Clinton, et on a appris que John Podesta, qui était un de ses conseillers, qui avait été conseiller d'ailleurs à la Maison-Blanche pour Barack Obama et pour Bill Clinton, alors que c'était l'administration Clinton. Ce John Podesta, qui gravite dans l'entourage de Clinton, est un passionné des ovnis, et c'est lui d'ailleurs qui a un peu inspiré Hillary Clinton lorsqu'elle avait dit à la télé « Si je suis élu, je vais réouvrir les dossiers sur les ovnis ». Donc, elle n'est pas insensible à l'intérêt de ce John Podesta, un personnage important dans les administrations américaines, et là, on sait, avec les fuites qu'il y a eu de ces courriels, on a appris que l'un des correspondants de ce John Podesta était justement ce Tom DeLonge. Donc, on voit qu'il est quand même impliqué, que ces trucs avancent. Et puis voilà qu'au printemps dernier, et ça c'est souvent le cas, c'est l'annonce. Hein? Je me prépare à vous annoncer la grosse affaire qui va révolutionner votre pensée sur les ovnis. Écoute, moi je suis dans ce milieu-là depuis les années 70, puis il n'y a pas une année où quelqu'un nous annonce pas la révélation à venir. Là. T'sais, on va être tous sur le derrière, ça s'en vient. Ça fait 40 ans que j'attends qu'elle arrive. T'sais. Ce Tom DeLonge, donc au printemps dernier, dit j'annonce dans les 90 jours à venir, attendez-vous à une grosse révélation. Cette révélation, finalement, aura pris plus de temps que prévu parce que c'est la semaine dernière que Tom DeLonge a fait une conférence de presse dans la région de San Diego. Et là, il annonce ce qu'on attendait tous. Et non, pas d'où viennent les extraterrestres, ni le dernier modèle de la soucoupe la plus rutilante de la galaxie, pas du tout. Il annonce la formation d'un groupe qui s'appelle To the Star Academy of Arts and Science. Okay. Et là, tu dis, c'est quoi cette affaire-là? Là, c'est une sorte de compagnie, une association qui va se livrer à du divertissement. On parle film, documentaire, dessin animé. Il va s'intéresser aussi à la technologie. Donc, et là, ça rejoint un peu. Puis quand on parle de technologie, on parle de très haute technologie d'avant-garde. On est presque dans le sillon un peu de Elon Musk et compagnie. Là. Tu sais qu'Elon Musk, c'est l'inventeur ou le créateur de la fameuse voiture Tesla. Mais tu sais qu'également, il est le directeur aussi de SpaceX, une agence privée qui fait la mise en orbite de satellites et tout le reste. Là, oui. Et ce Elon Musk envisage déjà, ils ont des plans sur les planches à dessin. On imagine déjà des installations sur la Lune ou sur Mars. Tu sais, c'est vraiment, on regarde vers le futur. Alors cette association, compagnie, appelle-la comme tu voudras, créée par Tom DeLonge, To the Stars Academy of Arts and Science, va faire également dans la même foulée de technologie. Ils vont également s'intéresser aux sciences dites marginales, donc sous-entendre la parapsychologie, les phénomènes paranormaux, les ovnis, bien sûr, on n'y échappe pas. Et DeLonge annonce d'un même souffle qu'il compte éventuellement construire un vaisseau spatial
Un vaisseau spatial qui ferait appel à une super technologie quasi antigravitationnelle. Là. On se croirait tout droit sorti d'un roman de Star Trek. Bref, il annonce tout ça. Là, t'écoutes ça, toi, je sais pas, j'étais pas dans la salle, mais j'ai pu voir en vidéo la conférence de presse. Bon, le bonhomme, il faut quand même le dire, Tom DeLonge est un type particulier. En fait, il est allé à Yale, une formation académique à Yale, ça, bon, très articulé, il raconte son affaire. Bon, tu hausses les épaules en disant, bon, ben, peut-être. Et là, arrive le coup d'envoi. Écoute, moi-même, j'étais un peu sur le derrière, si tu me passes l'expression. Il présente ses associés. Parce qu'il n'est pas seul dans son entreprise. Et ses associés, écoute, je t'en nomme quelques-uns, là. Jim Semivan, un ancien haut dirigeant de la CIA. Al Potoff. Quand il a mentionné Al Potoff, là, j'étais, tu me passes l'expression, sur le cul. Qui est-il? Al Potoff, là, il est un des hauts dirigeants de la Stanford University et il est le créateur d'un projet de recherche parapsychologique sur de la détection psychique qui a eu lieu au Pentagone dans les années 70, qu'on appelait le projet Stargate. J'ai rencontré Al Potoff 3 fois, moi, lors d'entrevues. Écoute, on n'est pas en présence d'un rêveur, là. C'était vraiment en présence d'un scientifique de haut niveau, là. Ouais. Suivent là-dedans Steve Justice, hein, qui est un ancien dirigeant du groupe Lockheed Martin Skunk Works. Écoute, le Skunk Works, là, ce sont eux qui ont créé les avions du futur, là. Dans les années 80, ils ont créé le F-117 Stealth Fighter, ils ont créé le SR-71 Blackbird, ils ont créé le bombardier B-2, et au moment où on se parle, c'est certain que Skunk Works sont en train de travailler sur les avions de demain, là. C'est eux qui sont un peu les artisans de la fameuse zone 51, là. Tu sais, écoute, bref, tout ça pour te dire que quand Tom DeLonge a présenté ses associés, j'ai dit, ouais, là, de deux choses là. Ou bien tout le monde a pris un petit verre ce matin-là, ou ces gens-là savent quelque chose que moi je sais pas. Et la réponse? Ben, d'après moi, ils doivent savoir quelque chose que moi je sais pas. Écoute, j'ai de la misère à comprendre comment un projet qui semble aussi fantaisiste que ce que présente Tom DeLonge puisse être supporté par une brochette d'individus sortis comme ça des plus hautes instances des renseignements ou universitaires ou académiques. Il y a quelque chose là-dedans, écoute, je te le dis, on va s'asseoir là confortablement et on va attendre la suite des événements, mais disons que cette fois-là, même si les révélations de Tom DeLonge n'étaient pas très pertinentes et pas très impressionnantes, les gens avec lesquels il s'est associé, eux, le sont très impressionnants et très pertinents. Alors attendons de voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quand même surprenant. Donc, histoire à suivre. Absolument. OK. Là, tu voulais pas qu'on ait la paix ce soir. Tu voulais que nos boîtes de courriel se remplissent. Tu veux nous parler d'une étude sur les théoriciens du complot. Écoute, c'est une étude qui a été publiée dans l'European Journal of Social Psychology. Bon, le journal européen de la psychologie. Écoute, je lisais l'étude, ça a été publié en début de semaine. Je lisais cette étude et j'avais l'impression de lire le livre de Christian Page, l'enquêteur des théories du complot, parce que en fait, ce que reprend cette étude-là, ce sont des affirmations que moi-même j'ai fait. Bon, bien sûr, c'était des affirmations qui étaient basées sur une expérience empirique. À côtoyer ces gens-là depuis des années, on arrive à tirer des conclusions. J'avais pas fait une étude spécifique, j'avais pas fait d'études statistiques, mais il y avait quand même des éléments que j'avais compris dans les mécanismes des théoriciens du complot. Et cette étude, finalement, ne fait que confirmer ce que j'avais écrit. Donc, on est ici, c'est une étude qui a été menée par l'Université libre d'Amsterdam. C'est le sociologue Jan Willem van Proijgen qui a fait l'étude. Et il a fait cette étude auprès de 264 adultes américains. Et là, écoute, je te passe parce que l'étude, c'est une étude en tout petit caractère qui fait 16 pages. Là. On y va assez rapidement. D'abord, il a commencé par poser la question aux gens, et c'est une question en deux temps. La première question était, croyez-vous que les autorités américaines savaient à l'avance qu'il y aurait des attentats sur le World Trade Center le 11 septembre 2001? Et la deuxième question, là, donc mêlée à tout ça, il y avait plein d'autres questions parce qu'il faut noyer le poisson en cours de route, mais la deuxième question qui était pertinente, c'était, en vous concentrant fortement, pensez-vous que vous pourriez lire dans la pensée de quelqu'un d'autre? Et ceux qui avaient répondu oui à ces deux questions-là, ils ont donc été un peu sont devenus un peu le groupe étalon. Donc, à partir de leur réponse, on a regardé ce qui se passait.
Et ce que l'on constate, en fait, et c'est ce que moi j'ai pu constater également après toutes ces années passées dans le milieu, c'est que les gens qui croient aux théories du complot sont particulièrement, comment je pourrais dire, sont friands de faire des associations souvent qui n'ont absolument aucun lien entre elles. Donc après ça, on a pris ces gens-là, on leur a montré des tableaux qui étaient faits par des peintres qui faisaient de la peinture dite abstraite. Et là, ces gens-là, en regardant les tableaux, ils disaient, vois-tu, gars, ici, on dirait qu'il y a comme une forme de cachée derrière l'arbre ou ce qui semble être un arbre, etc. Donc, ils faisaient toutes sortes de trucs, un peu comme des associations, ce qu'on appelle des associations cognitives. Mais tu sais, bien sûr, on en fait tous, hein. Toi, par exemple, quand tu t'en vas sur la route, tu vois une lumière rouge. Oui. Immédiatement, tu associes lumière rouge égale stop. Donc, tu dois t'arrêter. Si tu as soif, tu associes immédiatement une bouteille d'eau à si je bois une bouteille d'eau, ça va calmer ma soif. Et pour certains, il y a des associations plus personnelles. Voir un chat, par exemple, pour certains, c'est plutôt quelque chose de dérangeant parce qu'ils n'aiment pas les chats. Et pour d'autres, c'est super le fun de voir un chat. Donc, on fait tous de ces associations, des collages. Donc, ce que l'on découvre, c'est que les gens qui croient aux théories du complot ont une propension, par exemple, je vois un homme habillé d'une telle façon, qui tient un parapluie sur le cortège du défilement du président Kennedy, donc il doit cacher une arme à feu dans son parapluie. Donc, tu vois, ces gens-là se mettent à faire toutes sortes d'associations. Ils ont une propension à faire ça. Donc, faire des associations tout à fait libres, souvent sans aucun lien entre elles, mais qui ne vont finalement servir qu'à alimenter les théories du complot. Et évidemment, en posant des questions à ces gens-là, on a constaté qu'ils étaient également les premiers à lire des ouvrages pro-complotistes et pro-paranormal. Donc, ils ne lisent jamais de littérature sceptique ou critique. Je ne lis que des livres où on dit que les fantômes existent, que les ovnis existent, que la théorie du complot est vraie, mais ne lisent jamais, par exemple, des comptes rendus qui sont critiques ou sceptiques. Donc, ils peuvent entretenir le délire. Puis moi, ce que j'avais constaté, puis c'est pas basé sur aucune expérience scientifique, c'est que ces gens-là ont l'impression de détenir une information là critique et une information qui est extrêmement pertinente, et ça fait d'eux des gens exceptionnels comparativement à toi qui les remet en doute. Absolument, tu as tout compris. Ça, c'est un des mécanismes de la théorie du complot. Donc, ces gens-là, et d'ailleurs, l'étude le souligne, il y a un danger parce que les gens vont dire, ben oui, mais qu'est-ce que ça fait que les gens croient tout ça? Il y a deux facettes qui sont plus négatives. D'abord, croire aux théories du complot amène ces gens-là à se radicaliser, parce que tu l'as mentionné, ces gens-là ont l'impression de détenir une information que le commun des mortels n'ont pas, et ils ont l'impression que ça fait d'eux des gens importants. Donc, on échange, par exemple, dans des groupes sociaux, sur Internet, on échange qu'avec des gens qui partagent nos convictions. Ouais. Et bien sûr, ça fait de nous un groupe élitiste, ou à tout le moins, on croit qu'on appartient à un groupe élitiste. Nous savons la vérité, alors que les autres sont des ignorants. Donc, une radicalisation. Voilà, merci de m'avoir arraché. Bon, donc une radicalisation de ce mouvement-là, et donc ces gens-là s'isolent par rapport à leur groupe, à leur famille, à leurs amis, parce que les gens ne partagent pas forcément leurs opinions. Et au-delà de la radicalisation, ce que l'on retrouve également au sein de ces communautés-là, si tu crois beaucoup au paranormal, l'autre facette qui est dangereuse, c'est que de trop y croire fait de toi une cible facile pour les arnaques et les escroqueries. Donc, tu seras le premier, par exemple, à investir des sous dans des trucs ésotériques ou mystiques. Et on en a eu des exemples. Est-il nécessaire de rappeler de tristes mémoires dans les années 90, tous ces gens qui étaient pourtant des gens éduqués, mais qui croyaient à l'ésotérisme et l'occultisme, qui ont adhéré à des mouvances comme l'Ordre du Temple solaire. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est un peu ce que souligne cette étude. Donc, le danger de croire trop à ces trucs-là sans esprit critique. On se radicalise parce que nos opinions complotistes nous isolent de nos groupes d'amis et de parents. Et bien sûr, ça fait de nous des victimes faciles pour des arnaqueurs du paranormal. Et des arnaqueurs du paranormal, il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu une victime dans son délire là, le plus incroyable qui travaillait avec moi dans une autre entreprise, pas ici là, mais à l'endroit où je travaillais avant. Puis elle lisait beaucoup ce type d'écrits là sur le paranormal, sur les esprits, sur les fantômes. Elle allait consulter régulièrement des médiums, donc c'était une cliente de plusieurs médiums. Puis elle aimait bien ce qu'elle se faisait dire par les médiums. Tu sais, un jour tu vas découvrir l'amour, puis faut pas lâcher, faut que tu continues. Puis t'as certainement eu des
déceptions en amour dans ta vie. Puis oui, j'ai eu des déceptions. Caroline, vous êtes bonne, madame. Puis c'est exact ce que vous me dites. Puis à un moment donné, elle est embarquée là-dedans. Elle a fait partie d'une association. Et crémouez pas, Christian. 2 ans plus tard, elle se présentait comme médium. Et elle communiquait avec les anges. Ah, c'est pathétique. Ouais. Tu sais, j'ai vu le changement drastique d'une fille qui avait pas beaucoup confiance en elle, qui lisait ce type d'article-là, puis à la toute fin du processus, elle était rendue médium et elle communiquait avec les anges. Là. Ben, c'est triste. C'est triste, puis il y a pas grand-chose que tu peux faire. C'est moi-même, j'ai vu des gens dans mon entourage qui ont glissé en fait dans ces mouvances-là, puis t'as beau essayer de lui dire c'est toi qu'on diabolise, tu vois. Il n'y a rien que tu peux faire, tu sais. Quand tu dis on nommera pas de station, puis on nommera pas de nom, mais quand tu dis qu'une station à laquelle je suis très proche, la semaine dernière, on fait une entrevue avec une journaliste qui dit j'ai accompagné un groupe de chasseurs de fantômes, et là, la semaine, nous raconter ces histoires, ben écoute, c'était de l'arnaque à tour de bras, puis de voir qu'une journaliste s'est laissée avoir de cette façon-là, tu dis, écoute, c'est aberrant, tu sais, alors que moi, qui appartiens à la même station, là, j'aurais pu réagir, dire, hey, attends une minute, là, tu sais, elle avait suivi des chasseurs de fantômes, comme je te dis, puis là, elle avait entendu des voix, des ci, des ça, tu te dis, mais ça, tu te poses pas la question, c'est pourquoi les chasseurs de fantômes n'invitent jamais de physiciens, ou des physiciens, ils n'invitent pas de scientifiques, d'ingénieurs en bâtiment, non, ils invitent toujours un journaliste ou une journaliste un peu naïf ou naïve, on y raconte des histoires. Tu te poses pas en question pourquoi est-ce qu'ils font leurs investigations en fermant toutes les lumières. Tu sais, les fantômes, ils ont-tu peur de la lumière? Caroline, ils sont morts, ils ont pas de corps. Allume les lumières, sacramoune, tu sais. Non, on pose pas cette question-là, tu sais. Et tu dis, écoute, c'est sûr qu'un scientifique, un ingénieur, c'est la première question qu'il poserait, là. Oui. Attends une minute, là, ta bébelle, là, c'est bien beau, mais pourquoi tu fermes les lumières? Ouais, les fantômes, ils aiment mieux ça dans le noir. Ouais. C'est eux autres qui te l'ont dit. tu te dis, mais ça, c'est la première question que tu poserais. Ça allume, là. Y a-tu quelque chose que j'ai oublié, moi? Non. Fait que, bon, en tout cas, bref, c'est ça. T'as tout compris. Ouais, puis juste pour en finir avec la dame là, qui travaillait avec moi, qui consultait des médiums, qui lisait beaucoup de livres sur les anges et tout ça, qui est devenue médium 2 ans après, là. Oui. Elle fait encore des formations auprès de médiums qui sont supérieurs à elle. C'est des formations qui coûtent pas juste 200-300 $. C'est des formations à 2-3 000 pour perfectionner sa médiumnité. Hey, des fois, je regarde ça puis je me dis, Yannick, honnêtement, je me dis, écoute, moi, c'est sûr, je me suis trompé de métier. Écoute, j'aurais dû penser à ça, moi, commencer à dire que je m'étais fait enlever par des extraterrestres ou quelque chose comme ça. Mais ça, il y avait eu quelque chose de bon là-dedans. Là, ouais. Il n'y a pas un grand penseur qui disait qu'il n'y avait rien de mal à déposséder des gens de leur argent, déposséder des imbéciles de leur argent? Il y a un grand penseur qui disait ça. On prête à P.T. Barnum, le forain. Il paraît que c'est pas lui qui a dit ça, mais enfin, c'est quand même à lui qu'on l'attribue. Puis on dit que P.T. Barnum aurait dit un jour, il y a toujours un imbécile ou un naïf qui naît toutes les 15 minutes. Donc, t'auras toujours quelqu'un à fourrer quelque part. Ouais. C'est juste de pas être cette personne-là. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous encourage pas tellement sur l'avenir du monde, hein? Ouais, effectivement. Prochain sujet, pourquoi on parle encore d'une 9e planète, Christian? T'as tout à fait raison. On a l'impression que c'est un sujet qui revient continuellement dans l'actualité astronomique en particulier. Ouais. Et pourquoi on en parle? Parce que là, bon, encore une fois, faut quand même le dire, là, on parle de ça depuis les années 1920, là. D'ailleurs, on a découvert Pluton en 1930 sur la foi de cette planète X, là. C'est-à-dire que quand les astronomes regardent le système solaire, ils s'aperçoivent qu'il y a comme des anomalies dans la mécanique céleste. Hein? Les planètes sont penchées suivant un certain degré. Donc, c'est comme si il y a une force d'attraction. Et au-delà, c'était pas vrai dans les années 20, mais aujourd'hui, on a des appareils, des télescopes, des radiotélescopes qui nous permettent de voir tellement loin qu'on peut voir presque à la limite. En fait, on voit dans d'autres systèmes solaires, on a localisé quelque chose comme 3000 exoplanètes, mais quand on regarde notre propre système solaire, on sait qu'à la limite de notre système solaire, il y a toute une bande de corps
des objets célestes qui sont là, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et quand on regarde la ceinture de Kuiper, il y a aussi des anomalies mécaniques là-dedans. Oui. Et le seul moyen d'expliquer ces anomalies mécaniques, c'est de se dire qu'il doit bien y avoir quelque chose qui brise la règle. Il y a quelque chose qu'on voit pas qui doit être là, qui doit exercer une attraction. Et ça paraît fou de penser ça, parce qu'on se dit, écoute, on a trouvé on a observé des exoplanètes, quelque chose comme 3000, 3500 exoplanètes. Ce sont donc des planètes qui sont dans d'autres systèmes solaires. Mm-hmm. Et là, on est en train de nous dire qu'il y en aurait une dans notre propre système solaire qu'on n'a jamais vue. Ça paraît sorti tout droit d'un roman de science-fiction. Et pourtant, cette semaine, encore une fois, la NASA a récidivé en disant que non seulement elle croyait encore à l'existence de cette mystérieuse planète X, que l'on n'a jamais observée, mais quand même, elle serait tellement éloignée qu'elle serait là, des milliers de fois moins visible, moins lumineuse que ne l'est la Pluton, qui n'est même plus une planète d'ailleurs, mais elle serait des milliers de fois moins lumineuse, donc ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas observée. Mais la NASA donc récidive en disant, non seulement nous croyons que cette planète, elle existe, elle est tellement éloignée du Soleil qu'elle prendrait quelque chose comme 20 000 ans à faire une orbite complète autour du Soleil. Elle serait à peu près entre 200 et 1200 fois, parce que bon, évidemment, elles ont une orbite elliptique, elle serait entre 200 et 1200 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est notre propre planète, la Terre. Et cet objet serait à peu près 3 à 4 fois plus gros que la Terre. Donc, ce serait une planète gazeuse, plus petite que Jupiter et Uranus ou Neptune, mais plus grosse que la Terre. Et là, non seulement, pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Parce que non seulement, comme je l'ai mentionné, la NASA récidive en disant, nous sommes persuadés à 90% que cette planète existe bel et bien, même si on ne l'a pas observée, elle est là. On peut voir son effet sur la mécanique céleste des corps qui sont dans notre propre système solaire. Mais maintenant, ils ont développé une espèce de modèle qui va permettre peut-être de la localiser. Donc un modèle mathématique. Un modèle mathématique, et donc en regardant les anomalies gravitationnelles des objets très éloignés qui se trouvent dans cette fameuse ceinture de Kuiper, qui est à la limite de notre système solaire, ouais. On se dit, en regardant là, on voit les anomalies qui se passent là, et peut-être que ça va nous permettre de cibler l'endroit précis où se trouve la planète X, et on pourra peut-être enfin l'observer. Donc, on est peut-être à la veille de résoudre un des grands mystères de notre propre système solaire. Y a-t-il ou non une mystérieuse planète X située dans la ceinture de Kuiper à la limite du système solaire? Une 9e planète. La 9e planète. On me demande, ton chat s'appelle comment? Pourquoi on l'entend? Il s'appelle Vlad. Vlad? Vlad, oui, comme Vlad l'Empaleur, et c'est un chat siamois. C'est bien. Vlad l'Empaleur, d'ailleurs, qui a inspiré le personnage de Dracula. Oui. Savais, là, tu nous as raconté l'histoire, puis c'est une histoire très le fun à nous raconter à l'Halloween. Oui, c'est ça. D'ailleurs, à l'Halloween, je vous en raconterai quelques-unes. Tu vas être en studio, je me trompe pas, hein? Oui, d'ailleurs, vendredi prochain, je te prépare un petit spécial de l'Halloween. Ça va être intéressant, ça. Maintenant, tu nous parles d'une hypothèse qu'on appelle la panspermie. Oui. Est-ce que tu connaissais ce beau mot de panspermie? Pas du tout. Non, bon, la panspermie, écoute, quand on parle de l'apparition de la vie sur la Terre, il y a deux écoles de pensée. Une qui fait de nous des originaux de la Terre et d'autres qui font de nous des extraterrestres. Et je t'explique. La première hypothèse, c'est que la vie serait apparue dans une sorte de bouillon de culture là, qui existait au tout début. Parce que la vie, comme tu le sais très très bien, est apparue sur Terre il y a à peu près 1 milliard d'années. Donc, il y avait une espèce de soupe originelle qui avait toutes sortes d'éléments là-dedans, du fer, du calcium, etc., etc. Et dans les océans, il y avait des cheminées thermales. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait très peu de terre qui sortait de l'eau. Il y avait quelques îles par-ci, par-là, mais presque toute la surface rocheuse de la Terre était couverte par des océans. Et il y avait des cheminées thermales, et ces cheminées créant un effet de chaleur, etc., auraient éventuellement
réussi à développer, en tout cas produire un effet chimique qui aurait créé la vie. C'est comme ça que la vie serait apparue. Cette idée-là, cette hypothèse-là avait d'ailleurs été un peu, d'une certaine manière, vérifiée en laboratoire dans les années 50. On appelait ça l'expérience de Miller. On a mis toutes sortes d'éléments dans une sorte de bulle. Puis le scientifique, un dénommé Miller, William Miller, je crois, a envoyé du courant électrique là-dedans. Puis après quelques jours, il avait créé des acides aminés qui sont les premiers éléments de la vie. Donc, il dit, voilà, c'est comme ça que la vie est apparue. Donc, Dieu n'est pas venu rien faire là-dedans. Ça apparaît spontanément. Mais beaucoup ont remis en question cette expérience-là parce que les conditions climatiques, la soupe originelle imaginée par Miller n'était pas tout à fait celle que l'on sait qu'elle était aujourd'hui. Donc, on remet un peu en question cette hypothèse-là. Et l'autre hypothèse qui fait de nous des extraterrestres, c'est qu'en fait, la vie sur Terre serait apparue parce qu'il y a une météorite qui a frappé la Terre et qui avait des microbes extraterrestres. Et c'est cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de la panspermie. Donc, des germes venus d'ailleurs dans le cosmos se sont tombés sur Terre et ils seraient tombés dans des endroits, probablement des espèces de marais chauds avec de l'eau chaude, avec toutes sortes d'éléments, et se seraient développés à partir de ça. Ça, c'était très contesté, cette hypothèse-là, parce qu'évidemment, l'idée de la météorite qui transporte des bactéries extraterrestres semble un peu sortie là tout droit de l'imagination d'un auteur de fiction. Et pourtant, une nouvelle étude a été publiée cette semaine, et dans cette étude-là, ce sont des scientifiques qui ont évalué en fait ces éléments-là, et ces scientifiques-là arrivent à la conclusion que, en fait, ce sont des scientifiques de l'Université McMaster au Canada, qui arrivent à la conclusion, en fait, que si on regarde tous les éléments, c'est cette hypothèse du microbe extraterrestre qui est finalement la plus vraisemblable. Donc, ils ont développé toute une sorte de modèle mathématique et finalement, la vie sur Terre a beaucoup plus de chances d'avoir évolué à partir d'une météorite qui transportait des microbes extraterrestres que d'être apparu spontanément comme on le croyait jusqu'à maintenant. C'est intéressant. Pardon? C'est intéressant, ça? Oui. Et donc, cette étude-là dit que sans cette hypothèse-là, en fait, devrait maintenant être l'hypothèse dominante lorsque l'on parle de quelle manière la vie serait apparue sur la Terre. Donc, la panspermie, c'est cette idée, en fait, finalement, nos ancêtres étaient peut-être les mêmes ancêtres que quelques martiens ou quelques extraterrestres de quelque part, parce que, quelle est la nature de ce microbe-là? Mais bref, ce modèle, encore une fois, parce qu'il faut bien comprendre, la vie est apparue sur Terre il y a 1 milliard d'années, je n'y étais pas, je suis vieux, mais je n'y étais quand même pas, ni toi non plus. Quoique tu es plus jeune, mais bon. On n'y était pas, donc on ne peut que faire des spéculations, mais c'est la première fois donc qu'on arrive avec un modèle étoffé qui devient plus dominant sur l'hypothèse de la création de la vie sur Terre que l'ancienne idée que c'était né dans des océans, dans des cheminées thermales. Donc, alors, on peut maintenant dire, oui, on est peut-être les frères de quelques civilisations extraterrestres. Wow! Christian, est-ce que tu as confiance en moi à 100%? Pas à 100% quand même. À combien, mettons, en pourcentage? Bon, mettons, je te ferais petit confiance jusqu'à 98%. Faut lui garder une petite gêne. Puis à Amy J? Ah, Amy J, 100%. 100%. 100%. Je vais y croire. OK. Bon, tu me croiras peut-être pas. Il y a peut-être... je vais essayer de gagner ton 2% à un moment donné. Mais il y a Sarah qui nous écrit. Puis elle aimerait bien que tu spécifies que tu vas être avec nous vendredi le 27 parce qu'elle veut être sûre, parce qu'elle devrait préparer sa fondue chinoise. Il n'y a rien de mieux qu'une fondue chinoise qui dure longtemps en écoutant Christian Page. Alors, je le confirme, le vendredi 27, je serai en studio pour un spécial Halloween. C'est incroyable l'effet que Donc, on va parler des grands mythes, les vampires, les zombies, les monstres. En fait, d'où viennent toutes ces histoires-là et ces légendes-là. Très hâte. Un gros merci, Christian. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Christian Page, c'est l'enquêteur du paranormal et les journalistes, chroniqueurs, auteurs et conférenciers. Pour plus de détails, christianpage.ca. On fait une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X.